7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Journée mondiale sans voiture aujourd'hui, sourire narquois pour certains, haussement d'épaule pour d'autres ou encore peut-être petite victoire. L'occasion en tout cas d'interroger nos modes de vie, notamment à l'occasion du sommet climat qui s'ouvrira demain. On est en compagnie dans le studio de Jade Lingard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous publiez « Je crise climatique, la planète ma chaudière ». Et moi, comme c'est bien résumé, ça pourrait être aussi la climatisation, si vous étiez en Afrique. Ça rajouter la liste. Voilà, vous avez enquêté sur tout ce que les consommateurs ignorent et puis vous proposez des pistes pour vivre autrement au quotidien, c'est-à-dire en consommant moins d'électricité, moins d'eau, moins d'essence, etc., etc. La liste est très longue. On se rendra également dans la première épicerie en France où les produits sont vendus sans emballage, à Bordeaux. Nous parlerons des économies d'énergie et d'argent également pour les entreprises avec vous, Maximilien Rouher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de BeCitizen et de Greenflex. Ce sont des sociétés de conseil aux entreprises sur ce sujet crucial, produire peut-être en détruisant un peu moins l'environnement. En gros, c'est ce que vous appelez l'économie positive. On essaye de réparer. Voilà. C'est ça. Mais c'est un peu compliqué à expliquer aux chefs d'entreprise, non? Oh, ça dépend, on verra. Ou alors ils disent oui, ils font rien, c'est ça? Non, là aussi, il faut pas généraliser. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans l'action. Effectivement, il faut que ça soit pas décorrélé de l'économie, mais c'est possible. Vous nous expliquerez comment justement c'est possible. Et quant à vous, les voisins, que faites-vous de votre côté au quotidien pour la planète ou que tentez-vous de faire? Vous pouvez bien évidemment questionner aussi nos invités. Un seul numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux. Ousmane qui est à Dakar nous dit avant de sortir de chez moi, j'éteins mes appareils électriques. C'est plus pour payer moins à la Sénélec, la Société nationale d'électricité, qui n'est pas très populaire au Sénégal, qu'autre chose, mais la Terre en bénéficiera par ricochet. Ceci dit, ça n'empêche pas les délestages. C'est vrai que les économies, quand on... C'est un argument hyper légitime. Enfin, genre, les économies d'énergie, elles se font avant tout par économie d'argent. Ouais. Et il a raison, c'est Ousmane, il a raison. Un internaute qui est à Atlanta aux États-Unis, j'utilise le transport public entre bus et train. Si les villes africaines avaient chacune la moitié de ce système, ça nous aiderait énormément. Ouais. Ouais. C'est pas que le comportement individuel, c'est avant tout les investissements collectifs, mais pour les obtenir, il faut souvent la mobilisation des individus pour faire pression sur les gouvernements. Moi, je pense que voilà, on est dans. C'est pas gagné en Afrique. On faisait une émission sur les transports publics la semaine dernière et effectivement, un expert de l'Afrique nous disait c'est vraiment le sujet par définition non sexy pour les politiques, les transports publics. Alors. Ouais, mais on va voir avec Blablacar, avec les réseaux sociaux, le transport public commence à avoir une frontière qui se déplace. Voilà. Blablacar, finalement, c'est un collectibos d'Amérique du Sud connecté à Internet. Et je pense que on va voir émerger une nouvelle forme de transport collectif, en tout cas, qui sera pas si fidèle à notre vision du transport collectif. Et l'intérêt pour l'environnement pourrait aussi peut-être à terme intéresser davantage les citoyens de la planète. Ouedraogo, qui est à Koudougou au Burkina Faso, il nous dit qu'il est quasiment impossible de changer nos habitudes parce que le monde ne cesse d'être dépendant des techniques qui améliorent la vie, avec une conséquence sur l'environnement difficilement perceptible, nous dit Ouedraogo, aux yeux des profanes que nous sommes. Ça, c'est vrai. Ouais, mais il y a une énorme invisibilité des questions climatiques environnementales, avec un bémol. Hier, à New York, entre 300 et 400 000 personnes qui manifestent dans la rue. C'est la première fois qu'il y a autant de monde. Et à New York. Et sur ce sujet, donc en même temps les choses bougent un peu. Mais en même temps c'est à New York, les gens sont ultra informés. Ils sont ultra informés, mais absolument. Mais c'est quand même un signal, c'est quand même une première. Donc il y a peut-être un moment de plus grande conscience. Alors Ouedraogo, il a l'air de baisser les bras. Réponse de Landing qui est à Kolda en Haute-Casamance au Sénégal. Ouais. Mais bien sûr que si c'est possible, on n'est pas venu au monde avec des voitures après tout. Ouais. Ou encore Mokhtar qui est à Richard Toll au Sénégal. Alors là c'est dans l'extrême nord. Le développement durable et tout ce qui va avec, on en parle trop. Mais hélas, l'homme n'en fait qu'à sa tête, il gaspille, pollue pour venir enfin proposer après des solutions idoines. Assez paradoxal, mais c'est vrai, c'est le double discours qui nous anime tous, ou le discours et l'action. Les choses viennent trop lentement par rapport à la dégradation. Il faut croire dans la capacité qu'on va avoir à répondre de manière hyperbolique. Ça va se faire, je n'en doute pas. Vous nous appelez en tout cas dans l'immédiat au 33 1 84 22 71 71. Que faites-vous au quotidien pour tenter de préserver la planète ?
globalement, non, je préfère honnêtement ma voiture, quoi. Mais autrement, évidemment, je peux prendre le RER. Mais... C'est vrai que les transports en commun, sont pas très fiables. C'est beaucoup plus long en voiture, mais c'est beaucoup plus sécurisant et c'est beaucoup plus calme. Et j'ai la radio, donc je suis pas un adepte de transports en commun. C'est une certitude. Je préfère ma voiture. Mais on peut pas non plus bannir toutes les voitures. C'est pas gagné, la journée mondiale sans voiture. Il est sur quel trajet, ce monsieur, vous savez? Francilien, en région parisienne. Ouais. Non, parce que c'est super intéressant. Il le dit d'ailleurs très honnêtement. Ça me prend plus de temps en voiture, mais je préfère prendre ma voiture. Il y a une étude fascinante en Grande-Bretagne qui a fait apparaître que des parents d'élèves, en fait, préféraient déposer leur enfant à l'école en voiture plutôt qu'en transport en commun et pour ensuite aller à leur travail, alors qu'en fait, ils le feraient plus rapidement, ça leur coûterait moins cher en transport en commun, parce que, disent-ils, ils ont l'impression que s'ils apparaissaient dans l'espace public sans voiture, ils passeraient pour des losers. Donc, il y a encore des gens qui disent ça en Grande-Bretagne. Ouais, identité du motorisé. On appelle ça l'identité du motorisé. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que, c'est un enjeu d'infrastructure, d'investissement public dans les infrastructures. On dépense de plus en plus, pour sa voiture, quand on en a une. Mais c'est aussi un enjeu psychologique et affectif, profond. Et c'est ce truc-là qui, aujourd'hui, pour moi, est encore complètement bloqué. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur l'intime, dans ces interrogations. Ce rapport affectif à la pollution, en disant, en fait, ça changera pas tant qu'on n'a pas un peu mis à plat ce rapport qu'on a à nos comportements de pollueurs, et pour partie, ce sont des comportements affectifs, on est attaché à ça. On est dans de la psychologie collective, de la psychanalyse collective. Psychologie environnementale, dissonance cognitive. Maximilien Rouet. En 2007, on postulait que le souci pouvait être technologique à travers un bouquin aux éditions de la Thèse, Réparer la planète, la révolution de l'économie positive. J'allais le citer à la fin de l'émission, oui. Donc, de fait, on s'était trompé, le sujet n'est pas technologique, les solutions sont là, technologiques, le problème est culturel, c'est ce que vient de dire Jade, et donc on est parti sur un nouveau projet, libre-de-changer-le-monde.com. Vous pouvez aller devenir co-auteur du projet. C'est effectivement pointer sur ce qui nous ferait devenir changeur de monde. Concrètement, le sujet n'est absolument pas technologique, n'est pas économique, n'est pas financier. Est-ce qu'on y croit et est-ce qu'on a envie d'agir et est-ce qu'on se sent acteur? Si ce n'est qu'à chaque fois qu'on trouve des pistes pour effectivement moins polluer, 2 ans après, il y a des experts qui disent non, finalement c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire autrement. Finalement ça pollue tout autant. C'est vrai quand même, non? Disons que l'écologie, c'est l'école de la modestie. Parce que c'est vrai qu'on découvre finalement quasiment chaque année de nouveaux impacts qu'on n'avait pas forcément identifiés. Si on prend l'exemple d'Internet, qui au début des années 2000 nous est présenté, mais pas simplement par mensonge, vraiment y compris de bonne foi, comme un moyen de dématérialiser l'économie, de faire moins de voyages et donc d'émettre moins de gaz à effet de serre, d'être moins polluant. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que Internet s'est tellement démultiplié, ses infrastructures se sont tellement démultipliées, notamment les fermes de serveurs, les fameux data centers, que la consommation énergétique de toute cette espèce d'énorme usine globale est gigantesque et croît de manière exponentielle. Et donc, on est conduit à remettre en cause ce qu'on se disait auparavant. Et donc, au fur et à mesure que la connaissance aussi humaine progresse, c'est vrai qu'on peut être amené à dire des choses contradictoires, mais c'est un travail collectif après de politique aussi, de qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance scientifique. Le point important, c'est que sur ces aspects numériques, comme toute solution ou toute technologie, le problème n'est pas fatal. On prend conscience du problème aujourd'hui. Il faut savoir, et c'est un des jobs qu'on fait chez Greenflex, que la rationalisation des systèmes informatiques qui n'existent pas ou quasiment pas aujourd'hui peut avoir lieu et réduire t'en donnes l'exemple déjà dans ton bouquin, un logiciel qui n'est pas optimisé peut consommer 1000 fois plus qu'un autre. C'est très bête, mais un site internet. Alors justement, pour les entreprises et pour les consommateurs, pour les modestes citoyens que nous sommes dans nos maisons, dans nos appartements, là vous dites Internet, ça c'est récent, cette prise de conscience. Avant on nous disait l'avion, oui effectivement, gaz à effet de serre, etc. L'Internet, on n'avait pas capté, on n'avait pas compris. C'est récent tout aussi. Est allumé tout le temps en permanence. Chez nous, c'est devenu l'électricité, c'est devenu le 2e poste de dépense des ménages dans l'habitat en énergie, c'est ça? Ouais, l'électricité c'est énorme, surtout en France. Et l'électricité, en fait, on la dépense beaucoup en mode de chauffage. En France, c'est une particularité qu'on a qui est liée aussi à notre système nucléaire. Donc c'est pas que les gaz à effet de serre, c'est une consommation d'énergie en gros qui est massive. Mais vous dites aujourd'hui le chauffage, à la limite, c'est presque moins que l'ensemble des technologies qu'on a dans nos habitats. En fait, potentiellement, la consommation technologique de l'énergie par la technologie est gigantesque. Et en fait, c'est surtout ce qu'on appelle l'internet mobile, c'est-à-dire utiliser son
Facebook, son compte Twitter, son compte Instagram, tout ce qu'on fait pendant l'émission, mais moi que je fais très régulièrement, je bats ma coupe, je me reconnais coupable de ça avec les smartphones, les téléphones portables, qu'on recharge tout le temps, etc., qu'on passe son temps à recharger. Et en fait, ça, il y a la consommation de l'appareil, il y a tout ce qu'il a fallu pour fabriquer l'appareil, notamment l'eau, les terres rares, tous ces minerais qui sont concentrés quelque part et qui sont sortis de terre à des coûts environnementaux importants. Et il y a toutes ces consommations d'énergie en fait dans les data centers, c'est l'internet mobile. Et ça, c'est une consommation non seulement qui se développe énormément, mais surtout, moi, ce qui me paraît le plus inquiétant, c'est qu'on va avoir de plus en plus de mal à suivre et de plus en plus de mal à mesurer au fur et à mesure qu'Internet se complexifie en se développant. Et là, on est dépassés, nous, en tant que citoyens. Face à ça, alors... C'est la responsabilité du collectif. Le citoyen peut pas tout faire. On a une responsabilité qui est d'interpeller la res publica, la chose publique, l'État ou ses représentants. D'accord, mais là, on n'a pas la main sur notre vie quotidienne. On n'a pas la main, mais moi, je pense que tant que le citoyen... Vous avez décidé de vous passer d'un smartphone, par exemple? Moi, non. Alors, moi, c'est pour ça que je lui dis, moi, j'ai un smartphone. Alors, en plus, je suis journaliste. C'est vrai que je pourrais faire du journalisme sans smartphone. Mais je pense que ça serait difficile. C'est la marginalité. Mais je pense que par rapport à ça, si vous voulez, je pense c'est le cœur du problème, c'est le citoyen, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Tout seul, il peut rien changer. Par contre, tant que lui-même n'a pas pris conscience et ne tente pas de faire pression, d'exercer une pression sur ses dirigeants pour que les choses changent, on n'arrivera à rien non plus. Mais là, on est dans l'action politique, on n'est pas dans l'action dans son petit habitat. Hein. C'est pas la même chose. Je pense que c'est les deux. Pour moi, c'est lié. En fait, pour moi, citoyenne plutôt que politique. Alors, pour revenir sur les entreprises, justement, vous êtes spécialiste du conseil aux entreprises dans le domaine de l'environnement. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des entreprises qui se battent d'abord contre la crise économique, en tout cas en Europe? Les entreprises, déjà, c'est pas un tout. Il y a une hétérogénéité. Globalement, la prise de conscience est réelle sur les enjeux, sur les sujets changement climatique, énergie, biodiversité et autres. Les chefs d'entreprise, ils connaissent quoi, ces sujets-là? Ils connaissent infiniment plus aujourd'hui qu'hier et qu'avant-hier. D'une manière générale, aujourd'hui, dans certaines entreprises, vous allez avoir jusqu'à 1000 personnes quasiment dédiées sur ces sujets. Dans certaines entreprises du CAC 40. Pour les multinationales, 1000 personnes à plein temps sur ces sujets. Vous pouvez pas imaginer l'expertise accumulée et qui va bien souvent, bien au-delà de l'expertise classique d'une association. Les motivations profondes, alors, pour de telles dépenses? Les motivations profondes, elles sont diverses. Elles sont diverses. Il va y avoir la motivation de survie, la motivation de PNL, de résultats, et la motivation de plaire et de satisfaire. Quand on pilote une grande entreprise de l'agroalimentaire, c'est quoi la motivation de survie? Le jargon dit le droit d'opérer, c'est-à-dire que dans certains cas, les mobilisations citoyennes vont bloquer des activités économiques par boycott ou par manifestations diverses. Et qu'est-ce qu'on vous demande très concrètement à vous en tant que conseil? On va nous demander un spectre assez large. D'une manière générale, ça va être de définir un plan directeur d'efficacité environnementale. Donc on prend l'ensemble de l'entreprise et l'entreprise nous dit voilà, on est présent dans 40 pays, on a tel truc là, donnez-nous une vision à date et optimisez-nous tout ça, rationalisez-nous tout ça, de l'informatique en passant par la consommation d'énergie. Pour faire des économies d'énergie aussi ou pas? Pour faire des économies d'énergie, pour faire une cohérence globale vis-à-vis de l'émergence de nouveaux consommateurs. On a sorti la typologie des consommateurs 2014 la semaine dernière. Il y a des consommateurs qui sont de moins en moins inconscients, qui sont de plus en plus conscients, qui sont de plus en plus demandeurs de preuves concernant l'achat d'un bloc, d'un crayon, d'un steak ou d'un smartphone. L'entreprise est obligée aujourd'hui d'intégrer tout ça, même si ce n'est pas un signal énorme comme un coup de poing dans la figure. De plus en plus, en fonction des territoires mondiaux, la demande émerge, la conscience émerge, et l'entreprise ne peut pas rester coincée dans sa niche au fond d'un trou de souris. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous souhaitez dialoguer avec nos invités, nous dire ce que vous tentez de faire au quotidien pour préserver l'environnement. 33 1 84 22 71 71. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes, leave it smooth, operate it like a bomb. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little stick, keep you cool up in the kitchen while you feed the kid, keep you waiting in the window while the tank ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean, got a speaker in the truck, you know where it's done. You think I'm the negative one?
Pas facile à prononcer, c'est New Dorp, New York. Oui, ça fait un peu expérimental, mais finalement, on est déjà dans la 4e dimension. On parle de la préservation de la planète, de ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, consommateurs, pour préserver la planète, mais également, on parle des entreprises. D'ailleurs, Jade Lingard, dans votre livre « Je crise climatique », vous dites bien que, finalement, les industries aimeraient faire porter tout le poids de notre débauche énergétique sur l'utilisateur que nous sommes, sur le consommateur. Alors, comment on se renvoie tous la balle finalement? Je pense qu'on est aujourd'hui dans ce jeu-là, c'est-à-dire de déresponsabilisation mutuelle, à la fois de déresponsabilisation de la personne qui achète une maison ou s'installe dans une maison dont elle n'a pas choisi le mode de chauffage la plupart du temps, qui connaît pas très bien comment ça fonctionne et qui délègue en fait par habitude, par facilité et parce que rien ne l'incite à faire autrement, qui délègue tout ça à son fournisseur d'énergie, son fournisseur d'eau, son fournisseur d'internet. Et donc il y a ce côté-là. À côté, il y a des entreprises qui ont tendance, elles, à placer la responsabilité sur l'individu. Donc, typiquement, on va demander à la personne de plutôt, elle, trier ses déchets plutôt que l'entreprise de réduire ses emballages, alors qu'en fait, il faudrait faire les deux. Moi, il me semble que ce petit jeu-là, qui dure déjà depuis quelques années, il peut continuer finalement indéfiniment. C'est-à-dire que chacun se renvoyer la balle à l'autre, puisque chacun a un peu raison. Et moi, par rapport à ça, il me semble une des pistes de sortie de ce blocage, parce que c'est un réel blocage politique aujourd'hui, c'est d'accepter que en fait le jeu se joue à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau collectif. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Il n'y aura pas de politique efficace de transition vers un système plus écolo sans action publique collective. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience des individus pour mettre en branle ce système-là. La prise de conscience, elle est là. Tous les sondages le disent au niveau mondial. Ça suffit pas, la prise de conscience. Le consommateur aujourd'hui, il n'est ni formé ni informé. Vous parlez du scandale de l'étiquetage aujourd'hui. Quand on doit acheter un produit électroménager, je sais pas, même, tiens, prenons la chaudière. Oui, alors que là, c'est en train de... Ça pourrait être un climatiseur, d'ailleurs, c'est le même problème. Le climatiseur, c'est le même problème, qui sont très consommateurs d'énergie. Ce sont nos premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui. Et donc, quand on regarde, effectivement, l'étiquetage environnemental, là, c'est en train de changer. Ça a été l'objet d'une bataille au niveau à Bruxelles, une bataille de lobbying complètement hallucinante. Et enfin, on va avoir des bons étiquetages sur les chaudières. Oui, pour l'Europe. Pour l'Europe. Je parle même uniquement pour l'Europe. Mais donc, ça a déjà été des années de bataille hyper forte. Effectivement, on vous dit pas quel est clairement le produit qui serait le plus économe en énergie. Donc il y a, mais par contre, et pardon, je te laisse la parole tout de suite, mais juste pour dire, parce que c'est pas que l'individu tout seul dans son coin, il y a quand même de plus en plus d'expériences d'alternatives, d'associations de gens qui partagent les infos, qui font des coopératives ensemble, qui achètent des produits bio ensemble et qui s'informent, qui se forment et qui font passer l'info. Du côté des industriels, c'est vrai qu'on se bouscule pas au portillon pour informer le consommateur sur les produits qu'on fabrique. Vous qui travaillez pour les entreprises. Juste sur un point, la responsabilité individuelle doit s'exercer et peut s'exercer pour faire changer les entreprises et les territoires en publiant, en écrivant, en interrogeant, en questionnant. J'ai tel produit, est-ce que ça consomme truc ou machin? Est-ce qu'il y a tel composant dedans? Si, chers consommateurs d'Afrique ou d'ailleurs... Vous avez un exemple, par exemple, avec des entreprises où vous travaillez sur l'étiquetage pour faire de la pédagogie, pour former le consommateur? On a sur 100%, on travaille avec à peu près 250 entreprises européennes aujourd'hui. Sur ces entreprises-là, l'élément de motivation au-delà de la décision du patron charismatique ou pas, conscient ou pas, c'est parce qu'il est légitimé par des demandes de consommateurs. Cher monsieur, chère madame, j'ai acheté tel truc, pouvez-vous me dire la consommation d'énergie, les émissions de CO2, la présence de toxiques ou pas, le travail des enfants ou pas? Si le consommateur, où qu'il soit, n'interpelle pas l'entreprise, le territoire, l'État, le député, le sénateur, des mails. Ça pollue, mais il faut écrire des mails. Des mails, des tweets, des courriers, interpeller. Bon, vous restez avec nous, on va rendre l'antenne pour le flash pendant 3 minutes et on se retrouve bien sûr juste après. Jade Lingard et Maximilien Rouher. Les voisins et les voisines, on prend aussi vos appels après le flash au 33 1 84 22 71 71. Quelles sont nos responsabilités en tant que citoyens, consommateurs et que pouvons-nous faire au quotidien pour préserver la planète? On se retrouve juste après le flash. C'est dans 3 minutes maintenant, bien sûr, sur RFI. Restez avec nous. « 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, journée mondiale sans voiture aujourd'hui. Nous sommes aussi à la veille du sommet sur le climat, l'occasion de s'interroger sur notre petite vie et sur ses implications sur les dérèglements, les grands dérèglements climatiques, chauffage, climatisation, internet sous perfusion, déchets. Pouvons-nous changer nos modes de vie et de consommation? On en discute avec vous, Jade Lingard, un livre très concret. Vous publiez Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi. Vos questions, vos témoignages, bien évidemment, les voisins et les voisines au 33 1 84 22 61 71 pardon. Et on est également en compagnie de Maximilien Rouher. Vous êtes fondateur de Be Citizen et de Greenflex. Ce sont des sociétés qui interviennent directement auprès des entreprises, PME et grandes entreprises, conseils en matière d'environnement. Modélisation, pilotage et financement de la transition. Voilà, si on doit être. Oui, tout ça, c'est pas super facile à comprendre pour nous, mais bon. Il y a 120 personnes, on est dans 5-6 pays, ça, c'est original. Voilà. Alors faire des économies d'énergie, mais pas seulement, créer du sens aussi, et puis donner satisfaction aux consommateurs. Vous nous le disiez, qui sont de plus en plus exigeants, qui veulent comprendre, savoir, discuter. 33 1 84 22 71 71, c'est ce qu'on fait justement aujourd'hui et tous les jours du lundi au vendredi chez 7 milliards de voisins. On accueille un auditeur qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour Claver. Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins. Vous avez 25 ans, vous êtes étudiant en droit et vous avez une petite action au quotidien pour l'environnement? Oui, effectivement, moi j'ai fait le choix de me déplacer tout le temps à vélo. Voilà, je vais au cours à vélo, je fais tout à vélo. Seulement, la difficulté, c'est que vraiment c'est très mal perçu. Vous savez, nous sommes dans une société où la réussite par excellence, c'est d'avoir un véhicule, avoir des bureaux climatisés et donc vraiment, le projet de circuler à vélo à Abidjan, ça choque tout le monde. Moi-même, dans ma famille, j'ai eu du mal à faire passer mon désir de m'avoir un vélo. Mais vous, à l'origine, pourquoi vous avez décidé d'aller en cours à la fac? En plus, les distances sont quand même assez étendues. À Abidjan, je ne sais pas combien de kilomètres vous parcourez pour aller en cours le matin à vélo? 6 kilomètres. 6 kilomètres, oui. Oui, à peu près 6 kilomètres. Moi, déjà, à l'origine, mon choix d'opter pour le vélo, d'abord, c'était dû au fait de la distance. Je ne voudrais pas rester en retard pour aller au cours. Oui, c'est ça. Donc comme ça, vous prenez pas la tête avec les transports en commun et vous n'avez pas les moyens d'avoir une voiture, je présume. Ah voilà, justement. Et donc, j'ai opté pour le vélo et puis... mais là, c'est toutes sortes de difficultés, quoi. Non seulement sur les voies, les véhicules ne nous respectent pas, les automobilistes n'ont pas d'égard pour nous. Et sur la fac, il y a un regard un peu différent sur moi. Voilà, alors, il y a la sécurité routière et il y a aussi votre petite amie qui compte dans l'histoire. Eh bien, je savais pour la honte de me voir à vélo comme ça, elle ne supporte pas du tout. Comment ça, elle supporte pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, bah, c'est la honte. C'est la honte. Elle me dit, c'est la honte, carrément. Ouais, carrément, parce que elle me dit, mais tu peux être bien habillé comme ça et puis à vélo, c'est pas possible, tu m'accompagnes pas comme ça. D'accord. Ouais. Et ben, vous voyez qu'on retrouve votre anecdote, Jade, sur les parents d'élèves en Grande-Bretagne qui préfèrent accompagner leurs enfants avec une voiture parce que leurs enfants sont plus fiers de leurs parents. C'est bien cela. Mais un beau tandem. Non, un tandem, c'est super aussi à deux, un tandem. Mais alors, du coup, Claver, vous avez dit au Standard que cette année, vous alliez acheter une moto. Voilà, je compte m'acheter une moto pour cette année parce que vraiment, je supporte plus les regards. Je supporte plus les regards, je voudrais que ça change un peu. Oui. C'est bien dommage parce que... Le regard des autres. Non, mais c'est Oui, le regard des autres. Faut dire que vous n'êtes pas nombreux à circuler à vélo à Abidjan. Non, et puis c'est dangereux. Bravo déjà, parce que vous êtes en avance, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes en avance sur votre époque et sur votre temps. On a un dessinateur, vous connaissez peut-être en France, qui s'appelle Sampé, qui avait fait un beau dessin dans les années 70, où il disait avant, pour être tout en haut de l'échelle sociale, il fallait sortir en voiture de chez soi, et demain, ça sera en vélo. Bah voilà, c'est le cas en Europe, c'est très... là, ça y est, à Paris, on y est. À Paris, c'est très à la mode de sortir à vélo, etc. Moi-même, j'amène mes enfants à vélo, etc. On voit des cadres supérieurs à Paris en costume cravate à vélo très couramment. On a le luxe. Vous êtes en avance. Jade Lingard. La voiture, ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est très intéressant le témoignage de Claver. Ça coûte de plus en plus cher. Et il y a eu un calcul très connu dans les années 70 d'Illich qui montrait que le temps de vie passé à travailler pour gagner l'argent pour se payer sa voiture était tellement énorme qu'en fait, on va plus vite à vélo qu'en voiture.
parce que c'est une vraie économie, c'est pas juste qu'un paradoxe, c'est-à-dire que l'argent... Son projet d'achat de moto, là, vous en pensez quoi, vous? Peut-être qu'il peut trouver un scooter électrique. Ça serait moins émetteur de gaz à effet de serre. Non, avec la Sénélec qui fait à partir de fioul, ce serait pas une bonne idée non plus. Non, le sujet, je crois, c'est de comprendre que la pression sociale, et donc on retombe sur notre sujet, c'est culturel. Claver a pas vraiment le choix s'il veut pas se marginaliser, et donc il faut travailler sur la sensibilisation et Bon, en tout cas, pour le moment, ça vous permet, je suis sûre, d'être musclé, d'entretenir votre forme, Claver, 12 km aller-retour, plus les autres petits trajets dans la journée, ça compte. Oui, ça compte. Voilà, un bon argument pour votre petit ami. Merci en tout cas pour votre témoignage. Il y a une étude américaine qui date pas d'hier, Jade, que vous citez dans votre ouvrage, sur justement la psychologie collective, le regard des autres, sur vous savez, les serviettes dans les hôtels, et qui avait démontré que les clients étaient plus volontaires pour garder leurs serviettes plusieurs jours. On n'a pas besoin de changer de serviette tous les jours de toilette. Si on leur disait que la majorité des clients réutilisaient déjà leurs serviettes, plutôt que si on leur disait c'est bon pour l'environnement. C'est la limite du discours moralisateur. Ça, il suffit pas de dire aux gens c'est meilleur pour la planète, ou c'est meilleur pour ton prochain, ou c'est meilleur pour les conditions de travail dans les pays du Sud. C'est comment font les autres. C'est le conformisme social. On a besoin de conformisme social pour avoir une existence sociale. C'est la force de la norme aussi, c'est la force de la norme de comportement. Et on voit bien, en effet, le vélo à Paris, c'est un très bon exemple. Il y a 15 ans, une ville complètement saturée de voitures. Aujourd'hui, le vélo qui monte, on voit bien que les normes, elles bougent aussi. Mais elles bougent, encore une fois, s'il y a prise de conscience et action à la fois individuelle et collective. On est sur ces deux échelles. Le discours qui fonctionne le mieux auprès des consommateurs et des entreprises, c'est quoi? C'est la possibilité de faire des économies, par exemple? Aujourd'hui, au niveau des entreprises, sur la zone Europe, qui est une zone sinistrée en termes de croissance, c'est la possibilité de survivre grâce aux économies liées à l'environnement, oui, certainement. Même si c'est une goutte d'eau par rapport aux charges sociales en France pour les entreprises, il faut quand même le rappeler. Pas nécessairement, ça dépend des secteurs. La facture d'électricité, c'est pas le principal problème des entreprises. Vous avez des secteurs très 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 exposés à la facture énergétique, d'autres beaucoup moins. Tout dépend de la position. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, le chef d'entreprise, quel qu'il soit, n'a pas les commandes pour décider seul. Il a besoin d'une légitimité vis-à-vis du client. Et donc, si le client se tait, si le client est muet, alors le chef d'entreprise, aussi volontaire soit-il sur l'environnement, ne bougera pas. Et pour remettre la balle là où elle est, c'est parce que le client se tait, c'est parce que le consommateur n'émet pas la moindre question sur les sujets que les sujets n'avancent pas. Et que les entreprises ne font pas suffisamment appel à vos services. Non, ça c'est indépendant parce que. Si, quand même. Si, vous avez bien démontré le cercle vertueux, c'est-à-dire sauf le que moi j'ai créé ma société parce que j'étais convaincu il y a 15 ans qu'il y aurait un sujet. Force est de constater qu'effectivement le sujet existe au niveau des enjeux, existe au niveau de la survie de la civilisation, mais que il y a un problème de mise en route. Alors on a beaucoup parlé de l'énergie, il n'y a pas que l'énergie, il y a la gestion des déchets. Absolument. Je vous propose un reportage là dans la Prom que vous connaissez, cette première épicerie en France sans emballage, entièrement sans emballage, ouverte en juillet dernier par Guillaume de Sanderval et Jules Rivet à Bordeaux. Ça s'appelle La Recharge. Seule contrainte pour les clients, il faut venir avec ses sacs, ses boîtes ou ses bocaux. Alors ça fait 16 € et 30 centimes s'il vous plaît. Oui, au revoir. Pourquoi vous venez faire vos courses à La Recharge ? Parce que c'est juste à côté de chez moi et que chez moi j'ai pas d'emballage. Donc pour moi c'est parfait. Ils acceptent mes sacs, ils acceptent mes bocaux, puis tout est français donc ça aide les agriculteurs du coin et c'est quand même assez important. Alors là vous rangez toutes vos affaires dans un sac en toile. Ouais. Mais c'est un petit peu moins pratique quand même d'emmener tous ces contenants. Moins pratique que quoi ? Bien qu'une grande surface par exemple. Ouais mais une grande surface j'aurais 1 kilo de sacs plastiques dont je sais pas quoi faire chez moi et j'en ai pas besoin. C'est mes sacs, c'est pratique, je les ai toujours avec moi. Et vous trouvez tout ici ? Je trouve tout quasiment, il manque les citrons. Jules Rivet, nous sommes à La Recharge, que vous avez lancé avec Guillaume de Sanderval. C'est une épicerie dans le centre de Bordeaux. Quel est le principe de cette épicerie ? L'idée, c'est de se débarrasser de tous les emballages jetables en proposant tous les produits du quotidien sans emballage, en vrac. D'encourager les gens à venir avec leurs propres contenants, leurs propres boîtes, sachets, pots, etc. et qui les remplissent sur place. On propose un peu tous les produits, notamment des fruits et légumes. On propose aussi tout ce qui est fromage,
tout ce qui est huile, les pâtes. Chacun peut mettre sa main dedans. Comment ça se passe pour se servir? Alors on a des distributeurs avec un petit bec verseur où les gens peuvent remplir leur sachet ou leur pot directement sans toucher le produit. Donc la plupart des choses sont locales ici? Oui, des produits frais qui viennent que de la région. L'idée c'est pas que les producteurs nous emballent les produits et qu'on les déballe pour les clients. Donc pour ça, il faut pouvoir rendre les cagettes comme on fait avec les fruits et légumes, il faut pouvoir aller remplir nos fûts d'huile et donc travailler avec des artisans et des paysans locaux. On a trouvé un peu tout dans la région, un artisan qui fabrique sa lessive et le liquide vaisselle à partir de cendres de bois en Gironde, une entreprise qui fabriquait en Corrèze tout ce qui est produits détergents nettoyants. Comment vous pouvez vendre des produits d'entretien sans emballage? Alors là, il y a une réglementation par contre qui est particulière, c'est que chacun peut pas rapporter son contenant parce que on peut pas mélanger. Donc là, on propose un contenant que les gens achètent la première fois et ensuite peuvent réutiliser en rechargeant avec le même produit. Et c'est ce qu'on voit au fond de la boutique là, parce que je vois des pots avec des liquides de toutes les couleurs. Ouais, c'est ça, des grosses bonbonnes avec un petit robinet, donc les gens peuvent se servir eux-mêmes. Les coquillettes, finalement, ils sont mises en valeur parce qu'on les voit, on sait ce qu'on achète, il y a des choses qui interpellent, alors que si vous retournez après dans un supermarché, vous verrez aucun produit. Souvent, les épiceries sont plus chères que les grandes surfaces. Qu'en est-il ici? Je pense pas qu'on puisse dire que c'est cher pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on travaille sans intermédiaire, sans emballage, c'est-à-dire qu'on achète aussi dans des gros conditionnements où on va chercher nous-mêmes. Donc là aussi, on arrive à avoir des prix intéressants. Il faut savoir que les emballages, ça représente entre 20 jusqu'à 60% du prix des produits. Par exemple, un pot à épices coûte souvent plus cher que les épices elles-mêmes. Combien ça coûte un kilo de tomates? On arrive à avoir des tomates à 1,80€ le kilo, alors qu'elles sont bio et locales. Une dernière question pour les produits d'entretien, le liquide vaisselle, combien ça coûte si on l'achète en vrac ici? Pour le pot de 500 ml, 1,80€, mais c'est du concentré, donc on peut en faire 2 litres avec. Quel est votre prénom? Mathieu. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai vu quelques œufs. Ouais, j'ai des œufs, j'ai pris... alors ça je connaissais pas, c'est de l'épeautre grillée, etc. Je vais voir ce que c'est. Et du riz. Et vous, en tant que consommateur, donc vous venez dans la boutique ici, la recharge avec vos propres contenants, vous les remplissez vous-même. C'est pas très pratique quand même, ça ne vous dérange pas? Non, je trouve ça amusant en fait. Ah, il y a un côté ludique en fait. Ludique, ouais, tout à fait. Ouais. Donc bonne course. Merci beaucoup. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Voilà, c'est un reportage d'Antoine Lalanne d'Esmé, épicerie La Recharge, située à Bordeaux, sans aucun emballage. So what? C'est un peu la question qu'on a envie de se poser, non Jade Lingard. Sans emballage, ça change tout. Économie d'énergie, économie en transport, c'est moins lourd, c'est aussi plus économe pour le producteur et le distributeur. Donc en fait, tout le monde y gagne. Moi, je trouve cet exemple bordelais hyper intéressant. À une autre échelle, il y a en ce moment une politique quand même assez massive qui est celle de la ville de San Francisco, qui a mis en place une politique dite de zéro déchet. Donc avec l'objectif de zéro production de déchets. Donc c'est San Francisco, c'est pas une petite communauté alternative dans un coin, c'est une grosse ville américaine. Alors certes une ville riche et ça compte pour beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour créer des emplois locaux, faire des économies d'énergie. Et créer une activité qui participe à ce qu'on appelle l'économie circulaire. On fait comment très concrètement? Très concrètement, la majorité des Américains s'approvisionnent dans les supermarchés. Alors, c'est pour ça que petit à petit, c'est zéro déchet, c'est pas zéro supermarché. C'est-à-dire qu'ils en sont pas donc, enfin voilà, c'est chaque chose en son temps. Déjà zéro déchet, c'est énorme. Et en gros, c'est beaucoup compost. Donc c'est beaucoup récouperation de déchets organiques. Les emballages, les Américains vivent, ils achètent tout avec des emballages. Ouais, mais par exemple, regardez les sacs en les sacs en plastique sont bannis des supermarchés américains, en tout cas de plein de chaînes de supermarchés américains depuis des années. On a les fameux sacs en papier qui sont beaucoup plus écolos. Bien avant les préoccupations environnementales. Bien avant les préoccupations environnementales. Les bouteilles en plastique sont interdites à San Francisco à la fin de l'année. Et je veux dire, c'est pas un pays stalinien. Donc il y a aussi à un moment des sociétés qui sont capables, elles en ont les moyens, donc ça c'est un gros bémol, à la différence des autres, mais qui sont capables à un moment de se lancer des défis qui sont des défis culturels, économiques. Et alors justement, est-ce que là il faut qu'il y ait de la réglementation, par exemple
exemple, en Allemagne, j'ai entendu dire que les fabricants n'ont plus le droit de vendre des biscuits qui sont emballés 2 par 2. Vous savez, les petits sachets fraîcheurs en plastique transparent. Il faut de la réglementation avant qu'il y ait la bonne volonté des consommateurs qui vont à la recharge avec leurs bocaux. Il faut les deux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'emballage est nécessaire. Si on s'intéresse au gaspillage alimentaire, un produit bien emballé, c'est un produit qui dure, qui est mieux stocké, etc. Donc là encore, le mieux est l'ennemi du bien. Généraliser, c'est sympa. C'est pas forcément ça les vraies motivations des entreprises. C'est pour vendre un biscuit qui est plus croustillant et qui donc marketingment parlant, qui plaît plus aux consommateurs. C'est trouver son client et c'est trouver son marché. Si symboliquement ça fonctionne, est-ce que ça se déploie? Les chaînes de grande distribution qui sont nos clientes connaissent bien ça. Elles testent en permanence. Le souci, c'est quand vous testez et que ça marche pas, vous laissez tomber. Donc il y a effectivement une partie de la population qui aujourd'hui est prête à acheter du sans emballage, etc. C'est ce que j'appelle la bonne pratique pour le plus élevé en termes de conscience du consommateur. Est-ce que c'est la réalité du ventre mou des consommateurs? Est-ce qu'on est déjà on a atteint la maturité? Tous les tests montrent que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc je dirais oui, c'est-à-dire que quand vous proposez aujourd'hui la quantité de supermarchés qui proposent une partie du magasin sans emballage, etc. Vous vous rendez compte que finalement les consommateurs n'y vont pas ou n'y vont peu, etc. Donc ça fonctionne pas nécessairement. Il y a tout un environnement, comme disait Jade, réglementaire et volontaire, et il faut être capable d'être dans une espèce de progrès où oui c'est possible, mais le sans emballage n'est pas bon pour tout. Sur un certain nombre de produits, si vous enlevez l'emballage, vous avez des taux de gaspillage alimentaire terribles parce que les produits se dégradent, parce qu'ils pourrissent, parce qu'ils machin. Dans d'autres cas, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir d'emballage. Encore faut-il accompagner ça avec énormément de pédagogie du consommateur. Se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Non, mais c'est bien sûr, c'est hyper compliqué. Après, encore une fois, ce qui est nouveau aujourd'hui et ce qui, je pense, l'aide, c'est l'existence de tout un pan maintenant de commerce équitable, d'économie collaborative, etc. Où, si on veut, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire, si on se représente les choses de cette manière, tout seul, face à cette immensité de problèmes, c'est hyper anxiogène, on est perdu, c'est fini. Si on commence à regarder, tiens, il y a des gens qui parlent de consomme-acteur, pas simplement consommateur, consomme-acteur. Si on regarde les informations et l'organisation autour de certaines marques de magasins qui vendent sans emballage, qui vendent des produits locaux, qui vendent des produits, etc. Et ce consomme-acteur peut agir par capillarité. On apprend ensemble, ça se construit, c'est des cultures de consommation alternatives. Si vous le voulez bien, alternative. je comprenne un auditeur en ligne parce que vous savez que les lignes parfois se dégradent. On est en ligne avec Amadou qui nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Amadou. Bonjour. Amadou, vous avez 43 ans, vous militez, je crois, dans une association de sensibilisation à l'environnement à Dakar. Oui, je suis le président de l'APEDEC. C'est une association pour la sauvegarde de l'environnement et la défense des consommateurs. Bon, nous sommes dans la banlieue de Dakar, plus exactement dans la commune de Kaon-Niaga. Mais nous avons toutes les difficultés pour faire passer la sensibilisation. Parce que les populations, en fait, surtout avec le matériel électroménager, le réfrigérateur, tout ce qui est produit qu'on utilise au niveau des maisons, surtout on veut faire passer faire comprendre à la population que ces produits, ces matériaux peuvent constituer un danger. Mais pour eux, tout ce qui vient de l'Europe, en fait... Un danger, pourquoi vous voulez dire là parce que ça dégage du CO2 pour les gaz à effet de serre et l'environnement, c'est ça le climat? Le gaz à effet de serre, l'environnement... Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans vos discours quand vous tenez ça à des populations dans les banlieues de Dakar pour qui avoir un réfrigérateur, ça c'est d'abord permet de stocker des aliments, donc parfois de faire des économies sur ce qu'on appelle globalement le panier de la ménagère, et qu'on en est plutôt là à éviter les délestages et ne pas gaspiller de nourriture qui est stockée dans son réfrigérateur, que de commencer à se demander si le réfrigérateur est bon ou mauvais pour l'environnement, non, dans la banlieue de Dakar? Mais effectivement, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, mais nous, c'est-à-dire que nous insistons sur le fait de bien entretenir cela, c'est-à-dire de déployer et de faire attention par rapport à l'utilisation assez longue. Parce que le plus souvent, ce que nous voyons, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que
Ah, la ligne a coupé. De toute façon, j'allais vous donner la parole à tous les deux. Jade, il y a quand même, là, est-ce qu'on n'est pas dans une action, enfin, c'est bien que la préoccupation de l'environnement s'étale sur toute la planète, mais on n'est pas dans une logique de culpabilisation des pays du Sud qui n'en sont pas au minimum vital de l'énergie. Absolument. Il faut quand même être assez clair. Les pollueurs, aujourd'hui, vous n'avez pas supprimé votre réfrigérateur. Ne sont pas les habitants de la Côte d'Ivoire. Ouais. Les pollueurs, ce sont les habitants des pays riches. Et ce sont les acteurs économiques des pays riches et des pays industrialisés. Donc là, il faut quand même être assez clair. Qu'ensuite, dans des pays et dans des villes d'ailleurs comme Abidjan, il y a des enjeux de pollution. C'est, à mon avis, ça davantage la problématique de survie de populations qui sont exposées à la pollution du trafic automobile, qui est très dangereuse pour la santé, à la pollution aussi émise par des décharges pas entretenues, voire où sont déversés des produits en toute illégalité qui sont hyper toxiques, voire des déchets qui sont censément recyclés depuis les pays riches, États-Unis, France, Grande-Bretagne, etc. Et en fait, qui ne sont pas toujours recyclés, qui sont, quand ils sont travaillés, ne le sont pas toujours dans des conditions respectueuses des travailleurs qui y sont, etc. On fait, parce que paradoxalement, dans le même temps, on dit à l'Afrique, il faut que l'Afrique s'industrialise si elle veut sortir de la pauvreté. Alors comment? Est-ce qu'il y a un moyen de sauter des étapes sans passer par la case, justement, destruction de l'environnement? Est-ce que les pays du Sud vont pouvoir, d'une certaine manière, avancer plus vite en arrivant directement à des productions plus propres? C'est un autre mode de développement. Et c'est le pari aujourd'hui, c'est un autre mode de développement, une autre manière de penser les villes. C'est pas des villes avec qui se conçoivent essentiellement par exemple des transports autoroutiers partout, mais des formes de travail qui sont différentes, d'autres formes de déplacement. C'est tout l'enjeu des négociations climatiques onusiennes aujourd'hui. C'est comment est-ce que les pays riches, encore une fois, qui sont les pollueurs et qui ont l'argent, vont trouver de l'argent, et pour financer quoi? Pour que ces pays-là puissent augmenter leur activité et leur infrastructure. Mais je prends juste un exemple sur les énergies renouvelables, par exemple. Dans les pays, par exemple, africains, il y a des ressources en énergie solaire, photovoltaïque, mais aussi en énergie éolienne, qui sont considérables. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des grandes multinationales qui investissent massivement dans ces pays pour mettre en place ces infrastructures. Et bien peut-être que là, la discussion, la bataille forte pour eux, c'est de voir comment faire pour que, si ces outils se développent, ça puisse profiter à leur économie et à leur société. Le message principal que j'aimerais partager avec vous, chers auditeurs, c'est méfiez-vous des bonnes pratiques. Elles sont nécessaires mais pas suffisantes. Une bonne pratique, c'est l'exemple typique qui a été donné tout à l'heure sur le magasin sans emballage. C'est une bonne pratique. Est-ce qu'on peut le déployer? Est-ce que les gros volumes, les grosses pollutions, les grosses dégradations de l'environnement sont résolues par ça? Si oui, comment? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le sujet, c'est la mise en opération maintenant. C'est plus le blabla. C'est-à-dire que vous êtes contre cette politique des petits gestes. Je suis pas contre. Je dis que c'est nécessaire, donc je suis absolument pas contre, mais je dis qu'il faut se méfier parce qu'elle cautionne la stabilité du reste. Il est important d'avoir en tête que ce qu'il faut, c'est déplacer l'essentiel des actes des consommateurs et des citoyens, et pas orienter toujours mieux les 2-3% de consommateurs qui veulent bien consommer. Là encore, le rôle de chacun pour pousser les entreprises à agir est fondamental, et la meilleure manière aujourd'hui d'agir, et je reviens sur ce sujet, c'est d'interpeller par des tweets, par des mails, par des courriers directement aux patrons des entreprises. Les États et les entreprises, interpeller c'est ça, les États, les entreprises, les collectivités, qui vous voulez. Mais si vous voulez que les choses bougent, vous pouvez pas savoir. 90% du déplacement, c'est quand vous, en tant qu'individu, vous êtes interpellé nominativement. Cher Monsieur Spoons, que faites-vous? Pourquoi? Faites quelque chose. Voilà. Il faut écrire. Jade Lingard, vous êtes quand même allé très loin dans votre démarche là, sur la consommation et l'environnement dans votre livre Je crise climatique. Vous prenez presque plus l'avion, c'est embêtant quand on est journaliste. Vous avez fait Marseille, Tunis, même Tunis, enfin Paris-Tunis, avec en ferry, 22 heures de traversée pour 500 €. Ouais. Et puis finalement, j'ai émis plus de gaz à effet de serre que si j'avais pris l'avion. Ça a été une déconvenue comme ça, comme quoi on peut penser faire une bonne pratique et en fait se tromper. Et donc il n'y a pas d'alternative. Là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au déplacement au long cours non polluante. C'est voilà, ça, le pédalo ou le voilier. Mais plus sérieusement, vous dites qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de pensée claire sur nos besoins, c'est-à-dire nos vrais besoins et nos faux besoins. C'est la question de fond. Encore une fois, pour les pays riches, je parle des pays riches, des pays industrialisés, c'est qu'il y a une culture à la fois individualiste et consumériste qui a pris un tel espace que la question des besoins est devenue complètement
aussi, on a des auditeurs qui vont se priver d'un repas dans la journée pour pouvoir recharger leur téléphone mobile, pour pouvoir acheter des unités de téléphone mobile. Mais c'est compliqué, hein, l'histoire du vrai besoin et du faux besoin. Oui, et c'est là où moi je pense qu'on peut pas décider des besoins des autres. Et que c'est pour ça que c'est forcément un processus personnel, politique, collectif, mais je veux dire ça peut pas être, ça ne marchera pas. On ne mettra pas l'Afrique sur la voie du développement écolo si c'est par des préconisations françaises, européennes, américaines de voilà comment vous voulez faire. Il faut que les gens créent leur propre coopérative, leur coopérative d'énergie, leur système de déplacement et que ça vienne d'eux. Ça ne peut pas venir par une loi imposée. Il y a pas où c'est il faut de l'envie, il faut du désir, il faut dire que le cadre réglementaire peut être posé en économie positive, c'est-à-dire on peut, en Afrique comme ailleurs, construire des bâtiments à énergie positive, des bâtiments qui stockent plus de carbone qu'ils n'en émettent. Ça, c'est possible techniquement. Ouais. Le sujet aujourd'hui, c'est qui le veut. Si nous sommes 2, Jade et moi, à le vouloir, finalement, pour sur les entreprises, c'est quand même pas simple. Il faut continuer à faire de la marge. Alors l'économie positive qui préserve l'environnement tout en faisant de la marge. C'est pas préserver, c'est réparer. C'est préserver, c'est l'économie négative. Et ça, c'est le mainstream de l'écologie. C'est on fait moins mal. On continue de tout flinguer. Tout en faisant de la marge et tout en faisant des bénéfices. Continue pareil, un peu mieux. Donc, il est aujourd'hui possible de faire de la marge et c'est toute la proposition de valeur aujourd'hui des entreprises qui inventent l'avenir, qui sont aujourd'hui en train de construire. Vous le démontrez ça aux entreprises avec une calculette? Au quotidien, Greenflex démontre au quotidien qu'en rationalisant et en allant chercher le meilleur des technologies, le meilleur de la modélisation, on arrive à apporter des solutions très concrètes à la fois pour la marge et pour l'environnement. Merci à tous les deux. Maximilien Rouher, vous êtes fondateur de BeCitizen et directeur général de Greenflex, donc des sociétés de conseil pour les entreprises. Et vous avez publié il y a quelques années Réparer la planète, la révolution de l'économie positive chez Jean-Claude Lattès et Jade Lingard. Vous venez de publier Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Merci. Et merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Jonas Mallet-Solars, Romain Dubrac, Sandrine Straram. Je n'ose pas vous recommander d'écouter toutes nos émissions en podcast sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins parce que consommer beaucoup d'énergie, mais il faut se parler pour y arriver. Quoi, la transition. On a baissé les lumières dans le studio, on vous l'a pas dit, mais demain 7 milliards de voisins, ces odeurs qui nous gouvernent, séduction, consommation, souvenirs d'enfance, quelle place tiennent les odeurs dans votre vie quotidienne? À demain.